proposition de salaire à vie, c'est une proposition de généralisation, mais avec les transpositions qui s'imposent, bien sûr, d'un déjà-là qui a été créé dans le grand mouvement émancipateur de la libération, à savoir le salaire à vie des fonctionnaires, et surtout des fonctionnaires d'État, qui sont payés par un salaire qui est attaché à leur personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires. Même un fonctionnaire qui n'a pas de poste ne sera pas au chômage parce qu'il est payé non pas pour son poste, mais pour son grade. S'il change de poste pour un poste de plus grande qualification, son salaire n'augmente pas. Ce n'est pas son poste qui décide de son salaire, c'est un attribut de sa personne qui est le grade. Alors c'est tellement nouveau le fait de payer à vie des personnes que depuis une trentaine d'années, les réformateurs s'efforcent d'en finir avec la fonction publique. Ils ne négocient plus sur le point d'indice qui exprime le grade. Les augmentations de salaire se font par des primes qui, elles, sont liées au poste. Et puis, il y a une tentative permanente, en particulier en attribuant la masse salariale aux établissements, de faire en sorte que les chefs d'établissement, directeurs d'administration, enfin, etc., gèrent une masse salariale qui va leur faire embaucher et licencier des personnes comme si on était dans le secteur privé. Mais ces tentatives permanentes des réformateurs, par réformateur, il faut entendre un arc patronal, politique et syndical assez large. Il y a le MEDEF, bien sûr, et toutes les organisations patronales. Il y a des réformateurs de droite, le Front National, l'UMP, l'UDI. Il y a des réformateurs de gauche, le Parti Socialiste, les Verts de temps en temps, enfin c'est ambigu, et la CFDT. Plus, bon, la CGC, des petits syndicats, mais enfin dans les gros syndicats, la CFDT. Cet arc réformateur s'attaque aux fondamentaux du salaire à vie en matière de fonction publique, comme je viens de le préciser. Mais il y a une deuxième anticipation du salaire à vie à laquelle les réformateurs s'attaquent aussi beaucoup, c'est la pension comme salaire continué, la pension comme continuation du salaire, comme remplacement à 100% du meilleur salaire. Là encore, l'initiative en revient de création à la fonction publique, où puisque c'est le grade attaché à la personne et non pas le poste du marché du travail qui décide du salaire, un fonctionnaire qui n'a plus de service conserve son grade, et donc depuis une loi de 1853, sa pension est la poursuite de son traitement. C'est le meilleur salaire, le dernier, qui sert de base au calcul de la pension. Et non pas le montant des cotisations. Au demeurant, il n'y a pas de cotisation dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien du tout de tout cela. Il y a une retenue pour pension, mais qui est une pure fiction, puisqu'elle ne génère aucun flux monétaire qui irait dans une caisse pour alimenter les pensions des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont payés à vie et leur pension est depuis 1853 la poursuite de leur traitement. Là encore, les réformateurs s'efforcent de créer une caisse et des cotisations pour la fonction publique d'État afin de transformer la pension de continuation du salaire en contrepartie de cotisation. Précisément dans le secteur privé, la pension telle que l'a promue
le mouvement ouvrier, dans sa dimension de transformation sociale, avec les ministres communistes de la Libération et la CGT qui est à l'initiative, puisque la CFTC, l'ancêtre de la CFDT, la CFTC est hostile aux ordonnances de 45. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. C'est donc la CGT seule et ses ministres communistes qui, au cours du premier semestre de 46, vont mettre en place les caisses de sécurité sociale. Et sur quoi repose la pension de retraite qui se met en place alors? Sur la transposition dans le privé du régime de la fonction publique. Ce qui est à l'horizon des syndicalistes, c'est le régime de la fonction publique. Alors, c'est ce qui se met en place à l'EDF, dans ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Marcel Paul, ministre communiste, qui crée l'EDF, GDF, instaure un salaire à vie. La pension s'appelle salaire d'inactivité de service et elle est indexée, c'est la poursuite du meilleur salaire sur le modèle de la fonction publique. Ça existe donc dans les entreprises publiques que les communistes mettent en place. Et puis, vous avez dans le régime général une revendication, parce qu'à l'époque, le régime général, c'est très peu de choses. Le régime général, il hérite des assurances sociales de 1930, donc en 1945, c'est un régime qui est très, très récent. Le régime général en matière de retraite se construit autour de la revendication suivante. À un âge politique, 60 ans à l'époque, mais dès que l'ordonnance de 1983 rend possible la retraite à 60 ans sans décote, 55 ans, la revendication devient 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles, mais ça existe déjà pour un certain nombre de métiers, la retraite à 55 ans. À 55 ans, 75% du meilleur salaire brut. C'est-à-dire 100% du net, puisque la cotisation salariée, c'est 22-23% du salaire brut. Donc, vous voyez ce que signifie revendiquer qu'à 55 ans, on est 100% de son meilleur salaire net. Alors, le meilleur salaire net n'est... disons, le mouvement syndical n'obtient que les 10 meilleures années. Mais c'est déjà un progrès. C'est en 72 qu'est acquise la référence aux 10 meilleures années, mais c'est une étape dans la revendication syndicale. Ça doit être ensuite les 5 meilleurs, enfin bref, progressivement en venir au meilleur salaire, puisque ce qui est revendiqué, c'est le salaire à vie. Non pas de la prévoyance par des cotisations qui vont fonder ensuite un droit à un revenu de remplacement, mais un salaire, un droit au salaire qui prolonge jusqu'à la mort le meilleur salaire de l'activité dans l'emploi. Au début des années 90, lorsque n'a pas encore de résultat la réforme des retraites, qui démarre avec Philippe Seguin en 87 et Rocard avec le livre blanc en 91, si on prend la cohorte des salariés qui sont nés en 1930, et qui ont donc 60 ans en 90, 65 ans en 95, qui prennent donc leur retraite entre 90 et 95, l'échantillon interrégime des retraités, qui est un échantillon de plusieurs centaines de milliers de ménages de retraités, c'est pas un sondage, c'est un échantillon extrêmement lourd qui est calculé, dont on calcule les ressources tous les 4 ans, c'est une entreprise statistique extrêmement lourde. Les résultats sur les ressources des ménages de retraités ayant pris leur retraite
entre 1990 et 95, ces ménages donc dont le retraité ou les deux membres retraités sont nés en 1930, le taux de remplacement, alors c'est pas le meilleur salaire, mais c'est le taux de remplacement du dernier salaire net dans la première pension nette. C'est ça qu'on a comme données statistiques. Le taux de remplacement du dernier salaire net dans la première pension nette est en moyenne dans le privé de 84%. Donc avant la réforme qui va réduire le taux de remplacement, nous sommes arrivés dans la dynamique de la mobilisation syndicale sur la hausse des cotisations vieillesse, accompagnée d'une hausse du salaire brut, bien sûr, pour que la hausse de la cotisation n'ait pas d'incidence négative sur le salaire net. Cette dynamique-là conduit, non pas à 100%, d'accord, mais enfin à 84%, ce qui est quand même déjà tout à fait considérable. Donc c'est une bataille relativement gagnée que celle du droit des retraités au salaire à vie. Cela dit, elle reste marquée quand même, enfin la situation est plus avantageuse pour les hommes que pour les femmes, parce que une disposition, qui est d'ailleurs celle des fonctionnaires, n'a pas sauté, qui est que dans le calcul de la pension, il y a non seulement le salaire de référence, mais il y a la durée du service, s'agissant des fonctionnaires, et les annuités validées, cotisées ou validées parce qu'on était chômeur indemnisé ou en arrêt pour invalidité, ou parce qu'on a eu des arrêts pour naissance d'enfants. Les annuités validées sont contradictoires avec cette thématique du salaire à vie, mais on ne conquiert pas les choses en 5 minutes, bien sûr, et laisse un arrière-goût, disons, de j'ai cotisé, j'ai droit, en prenant en considération la durée d'activité, c'est indirectement le montant global des cotisations que l'on prend en compte, mais très indirectement, cela dit. Il n'y a donc pas une totale victoire, parce que la revendication syndicale n'est pas allée jusqu'à ce qu'elle aurait pu produire si on avait été encore plus loin, avant que les réformateurs reprennent l'offensive à partir des années 80, c'est-à-dire supprimer les annuités dans le calcul de la pension. Pourquoi c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il faut aller, Pourquoi il s'agit de revendiquer une pension qui soit à 55 ans de 100% du meilleur salaire net, sans calcul de la durée de l'activité. Mais parce que pour qu'il y ait de la monnaie, il faut qu'il y ait de la valeur créée. Il faut qu'il y ait du travail reconnu comme producteur de valeur. Eh bien, en se battant pour que les fonctionnaires aient un salaire à vie, et Dieu sait si cette bataille a été extrêmement difficile entre 1906 et 1946. Je raconte tout ça dans un bouquin qui s'appelle Puissance du salariat. Là, tout ça est longuement exposé dans Puissance du salariat. En revendiquant donc un salaire à vie et en obtenant relativement, en tout cas pour la fonction publique d'État, un salaire à vie pour les fonctionnaires, en revendiquant un salaire à vie pour les retraités, qu'est-ce que fait le mouvement syndical? Il institue une nouvelle définition du travail. C'est là, vraiment là-dessus que je voudrais insister. Dans une logique capitaliste, le travail, c'est-à-dire l'activité productrice de valeur économique. Je donne un exemple. Si, comme parent, je conduis mes gamins à l'école, je ne travaille pas.
je produis une valeur d'usage, comme on dit, je suis utile, cette activité de conduire des gamins à l'école, c'est utile, mais ce n'est pas du travail au sens où ça ne produit pas de valeur économique. Si c'est une assistante maternelle qui conduit mes gamins à l'école, elle travaille. Vous voyez que ce qui définit le travail, ça n'est pas du tout la nature de ce qu'on fait. Des fois on me demande, mais enfin tu dis que les retraités travaillent, mais qu'est-ce qu'ils font les retraités? Ils travaillent. C'est pas ça qui définit le travail. Ce qui définit le travail, c'est une convention sociale qui attribue de la valeur à certaines activités, dans certaines conditions, et pas à d'autres. Si je couvre un toit comme bénévole d'une association de restauration du patrimoine, je ne travaille pas. Je suis utile, mais je ne produis pas de valeur économique, je produis de la valeur d'usage. Si c'est comme salarié d'une entreprise de bâtiment que je trouve ce toit, je travaille. Et ça se traduit à la fois par mon salaire et par le profit du propriétaire de l'entreprise. Je produis de la valeur économique, non pas en fonction de la nature de ce que je fais, mais en fonction de l'état des rapports sociaux qui décident que dans telle situation, on en produit, dans telle autre, on n'en produit pas. Vous voyez bien, par exemple, combien la domination masculine repose sur cette convention liée aux rapports sociaux de domination, hein, qui veut que les femmes, dans la seconde journée, comme on dit, dont les hommes s'exonèrent, hein, depuis les 35 heures, les hommes, on ne sait pas si c'est 10 minutes ou 1 minute de plus par semaine qu'ils consacrent au travail domestique. Il y a une hésitation statistique. Mais les femmes, dans la seconde journée, pour laquelle on les honore très fort par des petites chansons à la fête des mères, par des poèmes à la gloire de la femme éternelle, par des tas de choses, hein, d'accord, sont réputées très utiles, mais pas de peau pour elles, non productives. Ce qu'elles font, c'est de l'activité, mais c'est pas du travail. Vous voyez que la définition du travail est affaire de violence des rapports sociaux. Et n'est affaire que de violence des rapports sociaux. La définition du travail n'a de fondement que politique. Il n'y a aucun fondement naturel à ce que nous appelons travail. Aucun. Et la définition du travail, c'est le fait de la classe dirigeante. Lorsque l'on parle de lutte de classe, on exprime le conflit irréductible qu'il y a dans la définition du travail. Parce que la définition du travail engage des rapports sociaux violents, dans lesquels une classe dirigeante s'approprie une partie de la valeur créée par autrui. Dans toutes les sociétés, il y a une définition du travail, y compris dans les sociétés d'ailleurs qui ne prononcent pas le mot travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition de la valeur économique, hein. Par exemple, les paysans de l'Antiquité, si j'en crois les poètes grecs et latins, ne travaillent pas. Ils chantent la gloire de Dieu. D'accord ? Moyennant quoi, ils enrichissent les prêtres. C'est-à-dire que la violence des rapports sociaux est totalement enfermée dans la religion, dans la fonction symbolique. Dans une société féodale, la violence du rapport social qui fait que le seigneur empoche une partie du produit du travail des serfs s'exprime dans les relations d'honneur, dans les relations de protection versus adhésion à la personne de son seigneur, enfin dans des formes de relations interpersonnelles qui ne s'expriment pas nécessairement en termes de travail, mais qui expriment bien la violence de la valeur économique.
Dans une société capitaliste, là on pose clairement que c'est le travail qui est le fondement de la valeur. Ça c'est clairement posé. Et la définition du travail va être l'occasion de créer une classe dirigeante sur de toutes autres bases que hommes libres, esclaves, seigneurs, propriétaires fonciers, enfin seigneurs, serfs, prêtres, paysans, caste supérieure, caste inférieure. Le capitalisme supprime tout cela. Ce n'est plus dans la différence des statuts sociaux, j'appartiens à une caste inférieure, une caste supérieure. La différence des statuts sociaux est gommée. Le capitalisme, c'est une organisation de la société qui permet de... C'est la seule qui puisse inscrire au fronton de ses constitutions les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Parce que la prédation de la valeur par une classe dirigeante ne passe plus par la différence des statuts sociaux, plus du tout. C'est ce qui rend d'ailleurs beaucoup plus subtile la violence capitaliste, parce que c'est une violence entre égaux en droit. Plus encore, et ça Marx le montre très bien, c'est une violence entre égaux en droit qui échange des équivalents. Il n'y a pas de voleur et de volé dans cette affaire. La force de travail est achetée à sa valeur, c'est-à-dire la somme du temps nécessaire à la production des biens qu'elle consomme pour se reproduire et être demain encore au boulot. Les productions qu'elle produit sont vendues à leur valeur. Si c'était dans la circulation que s'opérait le profit, ben ma foi, les acheteurs on serait volé quand on est soit acheteur, soit vendeur. Ça ne peut pas être la circulation qui explique la prédation de valeur. Les choses se font tout à fait autrement. Et comment alors? Qu'est-ce qui rend possible la prédation de valeur dans une société d'égaux en droit qui échange des équivalents sur le marché? C'est 4 institutions absolument décisives. La première institution, c'est le droit de propriété lucrative, c'est-à-dire, il a fallu 5 siècles pour construire ces institutions. La bourgeoisie a dû construire, légitimer le droit de propriété lucrative, c'est-à-dire le droit de tirer des ressources d'un patrimoine, contre l'Église, qui est absolument contre le taux d'intérêt, qui estime que c'est totalement illégitime de tirer des ressources d'un patrimoine. Il a donc fallu construire ce droit, et ça a été une longue entreprise entre le XIVe et le XIXe siècle. Droit de propriété lucrative, c'est-à-dire, si je suis propriétaire de l'outil de travail, je peux en tirer des ressources en utilisant le travail d'autrui. À la propriété lucrative, c'est tout à fait différent de la propriété d'usage. La propriété lucrative, c'est ne pas consommer un patrimoine pour en tirer une ressource en faisant travailler autrui sur ce patrimoine. La propriété d'usage, c'est le travailleur indépendant qui est propriétaire de son outil de travail et qui tire des revenus de son travail. La propriété lucrative, c'est un propriétaire qui n'utilise pas son patrimoine, qui fait travailler d'autres sur son patrimoine et qui va tirer un profit sur le travail d'autrui. Ça, pour légitimer cela, il a fallu des siècles de combats juridiques qu'a mené la bourgeoisie. Et la deuxième institution qu'elle a construite également très très lentement, c'est le marché du travail. Le marché du travail, c'est-à-dire le fait pour les non-propriétaires de devoir objectiver la partie d'eux-mêmes qui produit des valeurs d'usage, leur capacité de travail, dans une marchandise qu'elles portent sur un marché avec un CV où on décrit toutes les qualités de la marchandise. Il y a même des cours de CV pour ce genre de choses. Et sur ce marché du travail, on est demandeur d'emploi. Et le propriétaire va exercer ce rôle absolument violent d'employeur. Un employeur, il faut faire très attention, ça n'est pas
un entrepreneur, ça n'est pas un animateur de collectif, ça n'est pas un supérieur hiérarchique. Tout cela relève du travail concret, et le travail concret est toujours collectif d'une façon ou d'une autre, et qu'il y ait des entrepreneurs, des supérieurs hiérarchiques, bien sûr. Un employeur, c'est une institution propre au capital, par laquelle un propriétaire ou ses représentants, si c'est un directeur salarié qui opère la chose, par laquelle un propriétaire va dire à un autre, c'est moi qui reconnais, en t'embauchant sur un poste, que tu vas produire de la valeur économique. Toi, tu n'es pas porteur d'une capacité de produire de la valeur économique. C'est moi qui en décide. Je vais t'embaucher et je vais payer ton poste. Jamais toi. Je vais payer ton poste dont je suis propriétaire, dont je décide de la localisation, du niveau de qualification, etc. Et demain, soit le contrat est fini, soit je te licencie, c'est-à-dire que je te renvoie à ton inexistence comme producteur de valeur. Tu seras utile tant que tu veux, mais tu ne seras pas payé. C'est une fonction d'une violence énorme, tellement violente que nous passons des années à éduquer nos enfants à l'accepter. À accepter l'échec et la réussite à travers les notes, ah bah oui. À accepter dans ces institutions absolument scandaleuses que sont les salons d'orientation, etc., d'appauvrir leurs projets pour conformer leurs aspirations aux exigences du marché du travail. Rien que le fait de parler d'exigences du marché du travail. Qu'est-ce que c'est ça sinon Dieu, Nos sociétés sont prétendument laïques, parce qu'elles se battent contre le voile. Mais contre les vraies divinités qui nous emmerdent, aucune bataille. Au contraire, on éduque à la religion du marché du travail. Puis les parents, ils sont inquiets. Leur gamin ne va pas sur le marché du travail. Il a 20 ans, passe encore 25 ans. Ça commence à sentir le roussi. 30 ans. Mais quand est-ce que tu prends un emploi ? Vous voyez, il y a toute cette pression, cette éducation permanente à ce scandale qu'est le marché du travail. Le fait qu'alors que nous sommes les seuls producteurs de la valeur, nous soyons niés comme tels, que ce soit des choses qui soient réputées produire de la valeur, nos postes de travail, attribuer la valeur à des choses. Quel scandale! La valeur économique, alors qu'il n'y a que le travail vivant qui produit de la valeur économique. Cette violence du marché du travail, c'est la seconde institution décisive pour que des relations entre égaux qui échangent des équivalents, le propriétaire relève de la même justice que le non-propriétaire, et encore une fois, la force de travail comme marchandise sur le marché du travail est acquise à sa valeur, il n'y a pas de vol. La troisième institution, c'est la mesure de la valeur par le temps. Là aussi, il a fallu des siècles entre le moment où la bourgeoisie des villes, qui est l'ancêtre, disons, de la classe dirigeante capitaliste, construit son beffroi contre la tour du Seigneur, contre les tours de la cathédrale, pour poser que nous sommes candidats à être la classe dirigeante à la place de l'aristocratie et de l'Église. Lorsqu'elle construit cette tour, qu'est-ce qu'elle colle dessus? Une horloge. Mais entre le moment où elle commence à
infuser l'idée que c'est le temps qui est la mesure de la valeur. Et le moment où nous aurons entièrement intériorisé que, bien sûr, entre ce cahier et ce micro, qui sont des valeurs d'usage différentes, incommensurables, la valeur économique, leur plus petit commun dénominateur, c'est le temps qu'il a fallu pour le produire. Et on va dire, oui, le fondement de la valeur économique, c'est le temps de travail. Ce matin, j'étais dans la cathédrale Saint-Créparate, qui vient d'être restaurée. Donc, vous voyez bien que ça, un tel monument est inconcevable dans une logique du capital. Dans une logique du capital, vous aurez des immeubles tracés un peu à la serpe et faits le plus vite possible, parce que le temps est la mesure de la valeur. On ne peut pas imaginer la construction de Saint-Créparate et tous ces stucs, tous ces machins dans une logique du capital. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les Bretons, qui étaient à la tête de la plus grande marine internationale au XVe siècle, vont être battus par les Néerlandais au XVIe et au XVIIe? Parce que les Bretons étaient précapitalistes, et c'était la mesure de tout ce qui retirait de la rapine par la flotte, ça allait à construire des enclos paroissiaux. Les Néerlandais calvinistes ne se sont pas emmerdés à faire des enclos paroissiaux. Ils sont même iconoclastes et on ne fait pas de tourisme dans les temples de La Haye, que je sache. C'est eux qui ont gagné, parce que ils ont joué cette mesure de la valeur par le temps. Dernière institution, elle aussi très violente, mais vous voyez, toutes ces institutions, nous les avons totalement intériorisées. Une classe est dirigeante, elle n'est dirigeante que pour autant que ceux qu'elle domine adhèrent à son récit du réel. C'est ce que Gramsci appelle l'hégémonie. Tant que les dominés adhèrent au récit du réel de la classe dirigeante est tranquille. Il y aura des révoltes, il y aura des machins comme ça, mais il n'y aura pas de révolution. Il y a révolution lorsque les dominés construisent leur propre récit du réel et envoient se faire foutre le récit de la classe dirigeante. Nous sommes absolument convaincus que le fondement de la valeur économique, c'est le temps. On a l'impression que c'est dans la nature. Alors que c'est une violence sociale qui a été créée par la bourgeoisie pour asseoir sa domination dans une société où ce n'est pas la différence des États entre les nobles, les machins, qui font de la prédation, puisqu'on est entre égaux. La dernière institution par laquelle la bourgeoisie définit le travail et la valeur économique, puisque la valeur économique, c'est ce qui est produit par le travail, c'est le crédit. Là, il faut faire un petit schéma sur ce que c'est que le PIB. Nous produisons 2000 milliards de valeur économique. Voilà, ceci est un PIB, d'accord ? Nous produisons, c'est-à-dire la somme des valeurs économiques nouvellement créées dans l'année. C'est ça le PIB. Il est de 2000 milliards. Sur ces 2000 milliards, il y en a 700 qui vont aux propriétaires. Ça, c'est le profit. Il y en a 1300 qui vont à ceux qui ont produit. 100 qui va aux travailleurs indépendants. Ça, c'est le bénéfice des travailleurs indépendants. Mais les travailleurs indépendants n'exploitent pas le travail d'autrui, d'accord. Le profit, c'est l'exploitation du travail d'autrui. C'est le propriétaire qui s'approprie une partie de la valeur créée par le travail de ceux qui l'a salarié. Je signale au passage que les propriétaires, c'est-à-dire les propriétaires directs, les actionnaires et les prêteurs,
Aujourd'hui, c'est beaucoup les prêteurs, puisque nous avons une centralisation, il y a une telle crise du capital par la baisse du taux de profit, qu'il y a une centralisation en peu de mains de tout le capital, de tout le profit qui est produit à l'échelle de la planète. Il est centralisé en peu de mains. Hein. La classe bourgeoise se rétrécit tout à fait considérablement. Et ce sont les prêteurs qui sont aujourd'hui les principaux bénéficiaires du profit. Donc chaque fois, enfin, tout ce que nous produisons va pour 35% à des prédateurs. Hein. Mais ça n'est accepté que parce que nous avons intériorisé le droit de propriété lucrative, le marché du travail, la mesure de la valeur par le temps et le crédit. Je présente le crédit. Ça, c'est 1200 milliards qui va au salaire. On verra comment. Lorsque les propriétaires nous ont piqué 35% de ce que nous produisons, 700 milliards, en tout bien, tout honneur, hein, puisque nous sommes dans l'échange d'équivalents entre égaux, hein, d'accord, hein, ça c'est le capitalisme, c'est le règne du droit, hein, vraiment le règne du droit. Ces propriétaires vont investir 400 milliards. L'investissement, c'est 400 milliards. Ça, c'est l'investissement. Ces 400 milliards, ils les prêtent pour investir. Le schéma est simple, hein. Je te pique, je te prête ce que je t'ai piqué, tu me rembourses. Avec un retour sur investissement de 15% alors que la production de valeur augmente de 1 ou 2%. Il n'y a, j'aurais vraiment insisté là-dessus, il n'y a de crédit que parce qu'il y a eu prédation. C'est 400 milliards qui vont à l'investissement, mais c'est nous qui sommes en train de les produire. C'est parce qu'ils nous sont piqués qu'ensuite il faut qu'on rembourse ce qui nous est prêté. Ça va ? Le crédit est au cœur du capital. Et c'est pour cela que le capitaliste passe tant de temps à légitimer le crédit. Le crédit, c'est une institution extrêmement violente par laquelle des prédateurs prêtent ce qu'ils viennent de piquer. L'investissement, cela dit, est également financé par un autre crédit. Parce qu'on ne fait pas qu'investir une partie de ce que l'on produit. Hein. Une partie de ce qu'on produit dans l'année ne va pas à la consommation finale, comme on dit, hein, la consommation de biens et d'objets que nous consommons directement, elle va à la reproduction de l'outil de travail. Hein. Ça, c'est absolument nécessaire au demeurant. Hein. Mais il y a aussi ce qu'on appelle de l'investissement net. C'est-à-dire que un investissement non financé par une partie de ce qui est produit va être créé pour anticiper une production supplémentaire l'année suivante. Et cette anticipation, ce pari sur une production supplémentaire grâce à l'investissement nouveau, est financé par une création monétaire. Là, c'est de la monnaie qui correspond à ce qu'on produit, d'accord ? Mais il y a aussi une création monétaire qui finance ce qu'on appelle l'investissement net. Et cette création monétaire, elle est financée par du crédit bancaire aux entreprises. Là encore, ça n'a rien de naturel. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et toute mon énergie est évidemment mise au service du fait que ce ne soit plus comme cela demain. Mais je voulais aussi insister sur la naturalisation de cette violence qu'est le crédit. Hein. Cette naturalisation, elle s'opère, c'est-à-dire notre intériorisation, on considère que c'est naturel, elle s'opère par ce tour de passe-passe intellectuel archi-classique qui s'appelle la ménagère Souabe en Allemagne et le bon père de famille en France. On a les références qu'on peut, d'accord ? Donc,
En Allemagne, on dit mais la ménagère souabe. Et en France, on dit mais le bon père de famille. Quand il doit acheter un bien lourd, une automobile, un logement, il faut bien qu'il emprunte, ou alors qu'il ait épargné. Il ne peut pas assumer l'achat de ce bien lourd sur la base du flux courant mensuel de ses ressources. Il faut bien qu'il y ait du crédit pour acheter des biens lourds, ce qui est incontestable. Ensuite, on arrive à la transposition totalement frauduleuse de la chose en disant l'État ou la nation, c'est un bon père de famille. C'est une ménagère souabe. Et si on veut financer l'investissement, qui est toute une addition de biens lourds, il faut du crédit. C'est un scandale intellectuel, puisque, je le rappelle, le financement du crédit, de l'investissement s'opère par le travail du tenté. Il n'y a pas besoin d'avoir accumulé de la valeur créée en T-1 pour financer l'investissement au tenté. L'investissement au tenté, il est financé par le produit du travail du tenté. Il n'y a pas de congélateur à valeur, ça n'existe pas cette affaire. La valeur, c'est quelque chose qui soit s'inscrit dans des biens de production, des machines, des brevets, etc., qui vont, à travers l'amortissement, transmettre leur valeur aux produits nouveaux, mais il n'y a pas de création de valeur, il y a une transmission de valeur, c'est l'amortissement. Et en dehors de cette inscription de la valeur dans un outil de travail qui va être amorti en 5 ans à peu près, il n'y a aucune possibilité de conserver de la valeur. La valeur, elle s'évapore avec l'exercice du travail vivant. Donc, lorsque nous acceptons qu'il y ait du crédit pour financer l'investissement en disant mais il a bien fallu accumuler pour financer tant de choses, nous faisons une erreur intellectuelle majeure. Bien sûr qu'une entreprise ne peut pas fournir par sa valeur ajoutée les 3 millions ou les 100 millions ou le milliard d'un investissement qu'il faut qu'elle fasse dans l'année. Mais c'est bien sûr, évidemment. Mais il n'y a pas besoin de crédit pour cela. Il suffit de mutualiser la valeur dans des caisses d'investissement qui vont pouvoir affecter 100 millions à un projet, ce qu'une entreprise individuelle, évidemment, ne pourrait pas faire. D'accord ? Vous voyez que, en aucun cas, le crédit n'est une institution naturelle. C'est l'institution qui n'existe que parce qu'il y a prédation et qui légitime la prédation en permanence en disant il faut bien que nous accumulions du capital pour pouvoir financer l'investissement. Il n'y a pas besoin d'accumuler de capital pour financer l'investissement. Je vous en donne un exemple. Lorsque nous avons créé les CHU dans les années 60, lorsque nous avons sanitarisé l'hôpital, qui était jusqu'alors un mouroir, lorsque nous avons salarié l'élite du corps médical, lorsque nous avons articulé l'hôpital et l'université, nous avons dépensé un investissement considérable. Un CHU, c'est une usine. Comment est-ce qu'on l'a financé ? Par un appel à une accumulation de capitaux préalables ? Sûrement pas. Par une hausse de la cotisation sociale. Et cette hausse de la cotisation sociale a permis de reconnaître, c'est de la monnaie, qui a reconnu la valeur de santé nouvelle qui allait être créée par un CHU à la place d'hôpitaux qui jusque-là ne produisaient rien et qui étaient assumés par des bonnes sœurs non payées. La santé est devenue de valeur d'usage une valeur économique sans du tout passer par une logique du capital. Et j'en viens donc au cœur de mon propos.
ce que nous avons inventé au cours du XXe siècle, dans la lutte de classe du mouvement ouvrier, c'est une autre pratique de la valeur économique, sans employeur, sans propriétaire lucratif, sans marché du travail, sans mesure de la valeur par le temps et sans crédit. Nous avons émancipé le travail et ça correspond à 30% du PIB, qui sont ceux-ci. Les 1200 milliards du salaire se répartissent en 500 milliards de salaires directs des salariés du privé, d'accord? Ça, c'est le salaire direct des salariés du privé, 500 milliards. Et je vais mettre en rouge, parce que c'est révolutionnaire, les 700 milliards qui restent. Les 700 milliards qui restent, c'est ce qui est... Ça, c'est capitaliste, d'accord? Vous avez des gens qui vont sur un marché du travail, ok, qui sont dans l'emploi et qui produisent de la valeur pour le capital. Chaque fois qu'un salarié du privé gagne 500, il y a un propriétaire qui gagne 700 sur son boulot. Ça n'est pas sur la feuille de paye, ça. Je répète, chaque fois qu'un salarié du privé gagne 500, il y a un propriétaire qui gagne 700 sur son boulot. C'est une moyenne. Hein. Ça dépend des boîtes. Il y en a des boîtes où, pour 500 pour le salarié, il y a 4 ou 5 000 ou 50 000 pour le propriétaire. Puis ou d'autres boîtes où, pour 500 pour le salarié, il n'y a pas grand-chose pour le propriétaire. Ça fait partie de la lutte intercapitaliste de la répartition du profit, bien sûr. Ces 700 milliards qui sont anticapitalistes, c'est ce que le salaire à vie, donc il n'y a pas de marché du travail, de gens qui ne produisent pas de marchandises capitalistes et qui ne mettent en valeur aucun capital, produit. Qui produit avec un salaire à vie, sans produire de marchandises capitalistes, en ne mettant en valeur aucun capital, ce sont les fonctionnaires, 150 milliards, ça c'est la fonction publique, et puis les retraités, les soignants, les parents et les chômeurs, 550 milliards. Alors 250 milliards pour les retraités produisent 250 milliards, hein, les pensions qu'ils touchent sont produites par eux. Les soignants produisent les 200 milliards de l'assurance maladie. Les chômeurs produisent les 70 milliards de l'indemnisation du chômage. Les parents produisent les quelques dizaines de milliards des allocations familiales. Produisent, c'est-à-dire que toute la lutte du mouvement ouvrier a consisté à faire reconnaître comme productrices de valeur économique des activités qui se font sans aucune des institutions du capital. C'est ça le caractère révolutionnaire de ce qui se passe en 1945. En 1945, on n'a pas fait une nouvelle répartition de la valeur. On n'a pas changé le curseur. En 1945, on a imposé, commencé à imposer, parce qu'il y a tout ça, ça a duré ensuite des décennies pour l'instaurer, commencé à imposer une nouvelle pratique du travail, c'est-à-dire une production de valeur libérée du profit, du marché du travail, de la mesure de la valeur par le temps et du crédit. Libéré du crédit, nous l'avons vu, hein. L'investissement hospitalier se fait sans crédit, par une dotation, par une subvention des caisses de sécurité sociale à l'hôpital. Alors, pas aujourd'hui, bien sûr, les réformateurs sont passés par là, hein. Mais bien sûr. Mais sur quoi je veux insister, c'est sur ce que nous avons créé. Parce que nous ne retrouverons l'offensive que si nous retrouvons la dynamique qui a présidé à tout cela. Bien sûr que le rôle des réformateurs, j'en refais la liste si vous voulez, hein, le Front National, le MEDEF et toutes les infidées du patronat,
l'UMP, l'UDI, le Parti Socialiste, les Verts, de temps en temps, on ne sait jamais trop où ils sont, eux, et la CFDT, l'ambition de ces réformateurs, c'est de restaurer les institutions capitalistes du travail. Restaurer la propriété lucrative, par exemple, en remplaçant la sécurité sociale, l'assurance maladie, par des caisses complémentaires d'entreprise rendues obligatoires. Ça, c'est la CFDT et le MEDEF qui signent l'ANI de 2013, d'accord. On remplace un dispositif sans propriété lucrative par un dispositif avec propriété lucrative, qui fait appel au marché des capitaux, etc. Le retour du marché du travail, c'est ce qu'on a vu dans la fonction publique, où on essaye de faire des chefs d'établissement des employeurs, où on ne négocie plus le point, etc. On lie le salaire au poste. C'est aussi tout ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. C'est tout ce que signe la CFDT et le MEDEF depuis 92 en matière de sécurisation des parcours professionnels. Là, c'est le retour du marché du travail contre la sécurité sociale, avec les compte personnel temps, compte personnel santé, compte personnel vieillesse, compte personnel formation, enfin toutes ces saloperies qui sont l'anti-sécurité sociale, ce que signent le MEDEF et la CFDT sous l'égide de l'UMP ou du PS sur l'alternance, parce que quand on en a marre de l'un, ma foi, on se jette dans les bras de l'autre jusqu'à plus soif. Jusqu'à ce que le FN récupère la mise, bien sûr. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons déjà inventé une alternative qui repose sur le salaire à vie. Les fonctionnaires ont un salaire à vie, ou en tout cas un salaire déconnecté de l'emploi. Pas forcément à vie, mais un salaire déconnecté de l'emploi. Les allocations familiales, c'est du salaire déconnecté de l'emploi. Quand elles s'affirment, elles sont créées au cours du XXe siècle, mais quand elles s'affirment avec la loi Croizat, ministre communiste d'août 1946, elles représentent la moitié des ressources d'une famille populaire. Une famille populaire a en moyenne 3 enfants à l'époque. Et le salaire de cette famille, puisque les allocations familiales sont du salaire, le salaire de cette famille est pour moitié lié à l'emploi des parents seulement, et l'autre moitié, c'est la reconnaissance du travail des parents. Nous avons du salaire qui est déconnecté de l'emploi. Nous avons un droit au salaire qui n'a aucun lien avec le fait d'aller se mettre sous la coupe d'un employeur. Les allocations familiales ne sont pas la reconnaissance des besoins des familles. Laissons au capital ce récit, qui fait de nous des êtres de besoin, des mineurs sociaux, qui avons droit du pouvoir d'achat. Les allocations familiales, ça n'est pas la couverture des besoins des familles, qu'on pourrait moduler selon les ressources des familles. Les allocations familiales, c'est quelque chose de révolutionnaire qui dissocie le salaire de l'emploi, qui affirme que des parents produisent de la valeur. Alors c'est pas assez du salaire, Pour être fidèle aux fondateurs, il faudrait que nous revendiquions que tout le monde garde son salaire pour le temps qu'il passe avec ses enfants. Bien sûr, c'est cela qui est dans la lignée de ce qui a été conquis. Mais vous voyez, nous sommes bien dans des prémices du salaire à vie. Si je garde mon salaire, quoi que je fasse, que je sois dans l'emploi ou que je garde mes enfants, c'est bien que le salaire est devenu un attribut de ma personne. Que je ne suis plus dans une logique de soumission à un employeur pour être reconnu comme producteur de valeur. Qu'on a fait sauter, qu'on a commencé à faire sauter ce verrou de la définition capitaliste du travail. Lorsque, dans les années 60,
on augmente les cotisations santé pour créer les CHU, conventionner les médecins libéraux, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On affirme que des gens qui n'ont pas d'employeur, qui sont des fonctionnaires ou qui sont des travailleurs indépendants, tous les libéraux, tous les soignants libéraux, masseurs, kinésithérapeutes, enfin, etc., que donc des personnes qui sont soit titulaires de la fonction publique hospitalière, soit travailleurs indépendants, qui ne mettent en valeur aucun capital. Il est interdit aux capitalistes d'être propriétaires majoritaires de sociétés d'exercice libéral. C'est bien pour ça qu'ils ont fait la grève il y a 15 jours, puisque cette grève, il fallait absolument la soutenir. Ce sont des travailleurs indépendants qui se battent contre la suppression de cette interdiction, puisque le projet du gouvernement, c'est de supprimer l'interdiction faite aux groupes capitalistes d'être actionnaires majoritaires des sociétés d'exercice libéral. Nous avons un gouvernement qui est prêt à tout, d'accord, bien sûr. Et ensuite, voulant noyer les professions libérales, déclare qu'elles ont la rage, c'est-à-dire que c'est des rentiers, etc. Enfin bon, dresse le monde du travail l'un contre l'autre, pour dédouaner le capital, ce qui est le cœur de l'extrême droite, dresser le monde du travail l'un contre l'autre, les fonctionnaires contre les autres, les nationaux contre les immigrés, les travailleurs indépendants contre les salariés, etc. Diviser le monde du travail pour dédouaner le capital, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite. Il y a beaucoup plus de gens à l'extrême droite que nous le pensons. Parce que l'extrême droite, c'est pas d'abord le racisme. C'est entre autres le racisme. Et on peut être parfaitement antiraciste et parfaitement d'extrême droite dès lors que l'on joue ce jeu de dédouaner le capital en situation de crise pour faire s'affronter entre eux les travailleurs. C'est ce que fait ce gouvernement, c'est ce qu'a fait Sarkozy, parce que c'est tout ce qui leur reste. Et c'est ce que fera encore mieux Marine Le Pen, bien sûr. Nous prouvons depuis 70 ans, à hauteur de 700 milliards, c'est pas quelques chèvres sur le Larzac. J'ai beaucoup de respect pour les chèvres du Larzac, la question n'est pas là. Mais c'est pour dire que nous sommes dans du macroéconomique, on est dans du lourd, dans des institutions extrêmement fortes. Nous prouvons que nous pouvons travailler sans employeur et sans actionnaire et sans prêteur. Toutes ces sommes-là, elles payent des gens qui ont un salaire à vie ou qui ont un salaire complètement déconnecté de l'emploi. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est assez simple, c'est assez simple à dire, d'accord? Après, on verra que c'est plus compliqué à faire, bien sûr. Mais c'est assez simple à dire. Nous allons attribuer un salaire à vie à tous, y compris les travailleurs indépendants, d'accord? Pour attribuer un salaire à vie à tous, il faut supprimer le marché du travail. C'est-à-dire attribuer un salaire à vie dans le privé comme dans la fonction publique. Le salaire doit être un attribut de la personne et non pas du poste de travail. Et nous allons supprimer les employeurs, d'accord? Non pas les chefs d'entreprise, non pas les entrepreneurs, non pas les supérieurs hiérarchiques. Tout ça, à condition que tous ces gens-là soient élus, bien sûr, par des copropriétaires, mais tout ça est nécessaire comme fonction. Nous allons supprimer la fonction d'employeur, nous allons supprimer le marché du travail. C'est-à-dire que nous allons non pas marcher sur la Lune, nous allons continuer le travail de nos prédécesseurs. On va arrêter d'être en panne comme nous le sommes depuis 40 ans. On va arrêter, d'accord? On va arrêter parce que on va renouer avec la dynamique qu'ils ont créée. Et on va revendiquer le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est-à-dire la suppression du marché du travail et des employeurs. On va revendiquer la mesure de la valeur par la qualification du producteur et non pas par le temps de travail. La mesure de la valeur par le temps de travail, c'est quelque chose d'absolument mortifère qui entraîne l'élimination du travail vivant. Il y a une obsession de réduire le temps de travail par unité produite. Ça élimine le travail vivant et ça rend le travail concret insupportable. Ça met en souffrance énormément le travail concret. Bien, nous allons continuer ce qui se fait déjà, parce que comment est-ce qu'on calcule la contribution de l'administration
au PIB? On additionne les salaires des fonctionnaires. C'est donc la qualification des personnes, hein, puisque les fonctionnaires sont payés en tant que personne, hein, pas en tant que porteur sur un poste de travail. C'est la qualification des personnes qui va devenir la mesure de la valeur. Là encore, moi je raisonne en historien de la sécurité sociale. Hein. Je ne fais pas des plans sur la comète, j'ai pas de système, ça je m'en fous éperdument. Hein. J'essaie de voir ce que notre histoire rend possible dès lors que nous l'honorons. C'est-à-dire dès lors que nous en finissons avec l'histoire volée que la classe dirigeante nous raconte. Et nous allons supprimer le profit, pas le taxer. Taxer le profit, c'est le légitimer. Ben, s'il n'y a plus de profit, merde, il n'y a plus de sous pour la sécu. C'est emmerdant. On va se retrouver comme les salariés de British Petroleum qui, lorsque Obama a fait semblant, bon, il fait souvent semblant, hein, enfin pas toujours, hein, pendant la guerre, mais bien sûr, il fait pas semblant. Les Américains ne font jamais semblant quand il s'agit de faire la guerre, ça bien sûr. Mais quand il s'agissait de condamner British Petroleum pour la marée noire du golfe du Mexique, je ne sais plus quoi, vous vous rappelez cette affaire, bon. Mais vous avez eu des salariés anglais qui ont fait des manifs parce que le financement de la Sécu repose sur les résultats financiers des entreprises. C'est d'une irresponsabilité absolue que de revendiquer que le financement de la sécurité sociale repose sur les résultats financiers des entreprises. Donc, nous allons non pas taxer le capital, ce qui est je sais pas quoi, la revendication du vaincu. Hein. On va le taxer, le salaud. Ça, c'est la revendication du vaincu. Moi, je ne revendique pas comme vaincu. Je m'organise, je travaille à l'organisation d'une classe qui a comme ambition de remplacer la bourgeoisie. D'une classe révolutionnaire. Mon obsession, c'est la révolution. Et nous l'avons déjà. La révolution, c'est pas le grand soir. Il y en a pour des siècles. Je le dis pour décevoir tout de suite ceux qui pensent que ça se fait en 5 minutes. Hein. La révolution capitaliste s'est faite entre le 14e et le 19e. Mais la bonne nouvelle dans cette déception, c'est que depuis un siècle, nous avons déjà commencé la révolution. Que depuis un siècle, nous avons un déjà là révolutionnaire. Nous allons donc supprimer le profit et le remplacer. Alors, par quoi on va remplacer tout ça? Si nous voulons assurer un salaire à vie à tous, hein, un salaire à vie qui démarre à 18 ans, comme droit politique irrévocable, absolument irrévocable, à 1 500 €. Donc, tous les personnes présentes sur le territoire national, c'est un droit du sol, bien sûr, c'est un droit révolutionnaire, donc du sol, se voient attribuer automatiquement à 18 ans, enfin à l'âge de la majorité, hein, lorsqu'ils deviennent des majeurs politiques et économiques, se voient attribuer le premier niveau de qualification, c'est-à-dire, par exemple, 1 500 €. Net, irrévocable. Et un droit à carrière salariale. Avec 4 niveaux de qualification, je reprends cette proposition de la CGT qui me paraît tout à fait intéressante. 4 niveaux de qualification, ça veut donc dire, soyons cohérents, des salaires de 1 à 4. Donc un salaire maximum de 6 000 € par mois. Donc nous inscrivons tous les salaires, c'est-à-dire tous les revenus, puisque la propriété lucrative est supprimée, hein, puisqu'on a supprimé le profit, donc la propriété lucrative est supprimée. Donc personne ne peut plus accumuler, c'est fini, ni à l'échelle d'une famille, ni à l'échelle intergénérationnelle. Hein. Nous sommes dans l'impossibilité d'accumulation, ce qui est la condition, évidemment, d'une vie démocratique. Si nous voulons assurer aux 50 millions de personnes de plus de 18 ans qui résident sur le territoire français un salaire à vie, dans ce que j'ai dit, hein, on démarre à 1500
Et puis, on passe une épreuve 5-10 ans plus tard et on est à 2100, 2200, j'en sais rien. Hein. Dans l'intervalle, on a progressé à l'ancienneté, bien sûr. Hein. On ne reste pas à 1500 comme ça indéfiniment, hein. On progresse à l'ancienneté. Progression automatique, là, cette fois-ci, mais des progressions par épreuve, hein, c'est celle que je viens de dire. Lors de cette épreuve, ben, ma foi, il est examiné ce qu'on a fait, les valeurs d'usage qu'on a produites, enfin, etc. Là, nous allons nous empailler sur les critères, les jurys de qualification, l'ampleur de la hiérarchie. Nous allons transposer la lutte de classe, hein, de la lutte de classe actuelle dans une autre, hein, qui s'inscrira dans la hiérarchie des salaires. Et si nous voulons assurer donc un salaire de 1500 à 6000 pour les 50 millions, en prenant, j'ai pris le chiffre actuel de 2100 € net par mois, qui est le salaire moyen actuel, 2100 € net par mois. Le salaire médian, c'est 1700 €, hein, ce qui divise la population en deux. Il y a 50% des salariés qui gagnent moins de 1700, 50% qui gagnent plus de 1700. Il y en a 10% qui gagnent plus de 3000, d'accord. Et le salaire moyen, c'est euros par mois, tout ça. Hein. Et le salaire moyen, c'est donc 2100. Soit 25 000 € par an. 25 000 € par an pour 50 millions de personnes, ça fait 1250 milliards. C'est-à-dire ce que nous consacrons déjà au salaire et au travail indépendant. Nous pouvons dès aujourd'hui assurer un salaire à vie, à tous, irrévocable, dans la limite des 1500, 6000. Quand on a obtenu la deuxième niveau de qualification et mettant un salaire à 2100, il est irrévocable lui aussi. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condition pour qu'il soit maintenu. C'est comme le droit de vote. On ne vous demande pas comment vous avez voté pour maintenir le droit de vote. D'accord ? Il n'y a pas d'évaluation faite du travail produit pour maintenir le salaire. Ce salaire, il est acquis comme droit politique de la personne définitivement. Comme la question viendra, ben alors qu'est-ce que feront ceux qui iront dans leur hamac? Je ne la traite pas tout de suite, d'accord. En revanche, si on veut progresser en salaire, là, ben, il faudra monter patte blanche, il faudra réussir des épreuves dans lesquelles on vérifiera ce qui aura été fait. Des jurys à désigner comment. Ben voilà, c'est là, tout ça, c'est tout la politique. Là, nous allons faire de la politique en matière économique. Nous allons donc affecter 60% de la valeur ajoutée, hein, les 1250 milliards, 60% va aller à une cotisation salaire. Évidemment, ce n'est plus l'entreprise qui paye ses salariés, sinon on reste avec des employeurs. Hein. Si nous voulons garantir un salaire à vie, indépendamment des aléas du chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je travaille, ou indépendamment de mon rapport à l'activité, il faut bien que ce salaire à vie soit garanti par une mutualisation à l'échelle nationale de toutes les valeurs ajoutées. C'est ce que nous faisons déjà pour 45% du salaire. Hein. Encore une fois, rien dans ce que je dis n'est utopique. Je déteste l'utopie. Hein. Ce que je dis, c'est qu'est-ce que nous pouvons construire en poussant plus loin le déjà là révolutionnaire obtenu par la classe ouvrière quand elle a été révolutionnaire. Comment retrouver la dynamique révolutionnaire de la classe ouvrière, qui est perdue pour le moment, mais comment le retrouver? Nous allons donc fonctionner avec des entreprises qui cotiseront à hauteur de 60% de leur valeur ajoutée à des caisses de salaire, et c'est ces caisses de salaire qui verseront les salaires, comme aujourd'hui les caisses de salaire versent les pensions, les caisses de salaire versent les allocations familiales. Ben, nous allons généraliser aux salaires directs. Les salaires directs, il n'y en aura plus. C'est ce qui va supprimer la fonction d'employeur. C'est ce qui va supprimer ce qui a été la cause de l'échec de l'Union soviétique. Le fait que les salariés dépendaient de leur entreprise. L'entreprise pourvoyait à tout, c'était l'entreprise-providence. Alors là, une fois que la médiocrité quelque part, elle y est pour toujours.
Et puis c'est du clientélisme. L'échec est inscrit dans le fait de faire dépendre les droits des salariés de l'entreprise. Les droits des salariés doivent être absolument indépendants de l'entreprise dans laquelle ils sont. Et comme ça, ils peuvent ouvrir leur gueule dans l'entreprise. Si vous voulez qu'il y ait gestion démocratique, il faut que les salariés ne dépendent absolument pas de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Sinon, ils la fermeront, c'est sûr. Donc, cotisation, salaire. Pour l'investissement, actuellement, ceux qui nous piquent 700 milliards nous en restituent à leurs conditions, bien sûr, hein, là où ils veulent, etc., hein, en nous le prêtant, hein, que 400, ce qui est tout à fait insuffisant. Si nous voulons 600 milliards d'investissement, comment nous pouvons faire? Nous pouvons affecter 30% du PIB à l'investissement sous forme, par exemple, d'autofinancement, c'est-à-dire que les entreprises gardent 15% de leur valeur ajoutée et les copropriétaires que sont les salariés, nous sommes d'accord, les salariés sont devenus copropriétaires de toutes les entreprises, y compris la boulangerie qui a 3 salariés, il n'y a pas un propriétaire et 2 salariés, il y a 3 copropriétaires. Hein. Copropriétaires qui ne tirent aucun revenu de leur propriété. C'est de la propriété d'usage, il n'y a pas de part sociale. On ne fait pas des sous en vendant l'affaire, bien sûr. Hein. La propriété lucrative disparaît. Ces copropriétaires vont décider de l'investissement en affectant 15% de la valeur ajoutée. C'est des chiffres pour faire image, d'accord, hein, je ne suis pas là, encore une fois, je ne suis pas un réformateur social en train d'énoncer ce que pourrait être la société future. Hein. Ça, c'est des exercices absolument vains, hein, d'accord. J'ouvre des perspectives à partir du présent, c'est tout. Hein. Et puis 15% qui iront à une cotisation économique. Alors, cette cotisation économique va aller à des caisses d'investissement qui vont donc récolter 300 milliards, hein, 15% de 2000 milliards. Et ces caisses vont être saisies, par exemple, de 500 milliards de projets. Elles ont 300 milliards. Alors, c'est des caisses par bassin, par branche, enfin, etc., bien sûr, hein, pour ajuster les investissements au tissu économique, bien sûr. Bon. Elles sont saisies, par exemple, de 500 milliards de projets. Elles estiment, alors elles sont gérées par des salariés, hein, bien sûr. Hein. Nous retrouvons la maîtrise que nous avions de la sécurité sociale. Hein. Ces caisses sont gérées par des salariés, alors élus. Je ne suis pas très spécialiste de sciences politiques, donc je ne sais pas comment tout ça peut se faire. Mais nous avons l'expérience, hein, à laquelle on ne réfléchit jamais assez, de 61 jusqu'au décret de Gaulle qui supprime tout ça, de salariés élus qui gèrent les caisses de sécurité sociale en élisant les directions. Les directions de caisses sont élues par les administrateurs salariés. Donc nous pouvons parfaitement, ils ont été capables de gérer l'équilibre du budget de l'État pendant 15 ans, nous pouvons évidemment gérer toutes nos entreprises et toutes les caisses selon cette règle, hein, qui a fonctionné magnifiquement, mais qui est un tel coin contre le capital que dès que le capital revient au pouvoir en ayant bousillé la 4ème République, qui était dont on vous a dit pique-pente si vous avez été à l'école, bien sûr, hein, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, bien sûr, hein, qui était une constitution relativement démocratique, on met en place la saloperie de la 5ème République, élection du président au suffrage universel, parlement envoyé au plot, et tout ce que nous connaissons de catastrophique de cette constitution. Donc lorsque le capital revient au pouvoir avec De Gaulle, vraiment, en 58, en prenant à l'occasion de la guerre d'Algérie, qui a été une opportunité énorme pour la reprise en main par le capital du pays, toute cette démocratie sociale est supprimée, bien sûr. Hein. De Gaulle retarde les élections, elles ont lieu en 62 au lieu de 60, il les supprime en 67, et puis il supprime les compétences des conseils d'administration, qui n'élisent plus par ailleurs les directeurs de caisse.
Mais on reconnaît bien là le côté dictatorial du capital. Hein. Le capital ne supporte pas la démocratie, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une pseudo-démocratie. Hein. On s'en est tous rendu compte, bien sûr. Nous allons décider que sur les 500 milliards de proposés, il y en a 100 qui sont mauvais, qu'on va retoquer. Bien. Ce sera des conflits, hein. Mais ces conflits entre les caisses d'investissement et les entreprises, c'est la condition pour qu'il y ait coordination démocratique sans Gosplan, ça échoue toujours, et sans juxtaposition, ça c'est l'URSS, et sans juxtaposition d'autogestion, ça c'est la Yougoslavie, ça échoue toujours aussi. On ne peut ni juxtaposer les autogestions, ni faire de la planification par en haut. Il faut trouver des institutions qui sont en conflit horizontal, parce qu'elles ont des intérêts divergents, et dont le conflit, correctement régulé, coordonne les activités économiques horizontalement. Nous aurons enfin le fin du PIB, les 10% qui restent, iront à une cotisation gratuité, parce que, bien sûr, il faut augmenter la sphère de la gratuité. Hein. Nous avons conquis, grâce à cela, la gratuité de l'éducation, la gratuité des services urbains, la gratuité de la santé. Hein. Ça a été rendu possible par cette production anticapitaliste de tous ces biens-là. Mais il faut généraliser la gratuité au logement. Hein. Il faut absolument supprimer le marché du logement. Il faut généraliser le logement de devenir gratuit, comme la santé, comme l'éducation. Il faut généraliser la gratuité au transport de proximité. Il faut généraliser la gratuité aux premières consommations d'eau, d'énergie. Pour qu'il y ait généralisation de cette gratuité, mais qui n'affecte pas en revanche les micros, la viennoiserie et que sais-je encore. Tout cela est parfaitement alloué par le marché. Il ne faut surtout pas supprimer cette allocation marchande des biens. Hein. En revanche, il faut supprimer le marché du travail, le marché des capitaux, et puis les marchés que je viens d'énoncer. Pour pouvoir généraliser la gratuité, encore faut-il que les services qui vont organiser ces prestations gratuites, ils puissent non seulement financer leur salaire, ça se sera fait par ça, d'accord? Enfin, leurs salariés, non seulement financer leur investissement, ça sera fait par ça, mais également financer leurs dépenses de consommation courante. Un hôpital, c'est pas simplement de l'investissement et du salaire, c'est aussi de l'énergie, c'est l'entretien des locaux, c'est le petit matériel, c'est tout ce qu'on appelle dépenses de fonctionnement courant. Et pour cela, par des calculs à la louche, encore une fois, mon problème n'est pas de vous présenter un projet tout fait. C'est pour faire image 10% du PIB. Voyez que le salaire à vie est inséparable de la copropriété d'usage des entreprises. Hein. Parce que nous nous serons débarrassés des propriétaires lucratifs. Mais voyez que la question que ça pose, se débarrasser de la propriété lucrative, c'est se débarrasser aussi de la propriété immobilière. Hein. Parce que la façon dont une classe dirigeante s'assure la suggestion de la classe dirigée, c'est quand elle la fait participer à ces institutions. Toutes ces personnes à faible salaire ou à faible pension, qui sont obligées d'ailleurs de chercher un complément de leurs ressources en louant une chambre à un étudiant, participent de la logique capitaliste qui ponctionne de la valeur sur autrui. Hein. En aucun cas je ne mets en cause cette pratique. Mon problème n'est pas là. Hein. Parce qu'elle est justifiée par la faiblesse des salaires. Mais dans une logique d'émancipation du capital, il faudra bien sûr la supprimer. Hein. Et la supprimer sera possible puisque nous aurons des salaires à vie, hein, qu'on n'aura pas besoin de compléter par des ressources de la propriété. Je vais arrêter là parce que je crois que j'ai déjà été extrêmement bavard. Merci de votre patience. Merci Bernard pour toutes ces explications. Mais je pense que vous devez avoir sans doute beaucoup de questions, d'interrogations. Le récit a été long et
et beaucoup d'éléments. Donc je pense qu'il y a sans doute... voilà. Alors on prend une série de questions. Bernard répond au fur et à mesure. Hein.